Quand l'homme ponctua son récit, un de ses deux compagnons intervint. Il secoua ses boucles noires, alors qu'un grand sourire s'étalait sur son visage. Que d'élégance et de grandeur. T'as un problème avec la manière dont je raconte? Oh non, non, aucun. Bah, si t'es si malin, t'as qu'à poursuivre là où je t'ai arrêté. Avec plaisir. Et il se leva de son siège pour contempler la foule amassée autour d'eux. Foule dont vous faites partie, et inconsciemment, l'aube d'un nouveau récit vous soulage, car elle permettra d'échapper à l'odeur âcre des aisselles du tavernier, votre voisin le plus proche dans l'auditoire. Irunada, ils le nommèrent ainsi. Et la signification de ce mot s'est perdue à travers les âges. Chacun d'eux façonna ses pions et sa partie du plateau. Des mondes. Ils étaient trois, au nombre des titans, les pères fondateurs. Mais s'ils sont devenus par la suite des paysages, des terres et des mers, il s'agissait avant tout du plateau d'un pari auquel il a fallu trouver des règles. En voici la première, la plus importante. Des trois mondes, celui qui, par sa seule capacité, assurera sa domination sur les deux autres, déclarera vainqueur et maître de toutes choses son titan créateur. Le Midfersum, le monde de Sémeutre, la Cachure, la terre du chaos, et le Kelestelem, le domaine de l'ordre. Maat et Isfet prirent la même décision, celle de créer une race supérieure, capable de magie, au corps plus fort et résistant, à l'esprit plus vif et à la longévité sans fin. Les démons pour Isfet et les anges pour Maat. Neutre, lui, décida de ne pas les imiter et nous créa nous, les mortels. Faibles, mais dont la puissance réside dans la capacité à ne pas être enfermés dans une nature prédéfinie, la puissance de choisir. Ainsi devront s'affronter les êtres du chaos, les êtres de l'ordre et la multitude de races mortelles qui peuvent, au choix, se déplacer librement sur l'échiquier. Et comme dernier prémisse au fait seul, cette nouvelle règle. À la Cachure et au Kelestelem existeront des gardiens, des dieux rois à la nature définie pour être des dirigeants. Mais ils devront par leur seule entreprise faire maître du domaine. S'ils échouent à cette tâche, le titan créateur du monde aura perdu la partie. Bien, la Cachure, la terre des démons. Désolé mes amis, les terres d'or des anges, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors pour les amateurs de fioriture et de légèreté, il est encore temps de quitter la salle et de revenir après les sujets des vrais hommes prêts à affronter les horreurs. Les terres de cendres, le monde de flammes, la fille du volcan. Toutes sortes de noms qu'on a donnés au fil des âges au monde des démons. D'abord naquit la montagne, grande, belle et majestueuse. Le Chromera, la mer de la Cachure. Le volcan originel à partir duquel toute chose fut créée. Autour de lui se formèrent les différents cercles du monde. Tout d'abord, la grande plaine volcanique, remplie de cendres, d'obsidienne et de rivières de lave, la seule véritable trace de lumière. Puis la lande morte, le désert, la vallée, la forêt noire, la toundra enneigée, le marais, la jungle, et pour finir, la mer d'eau bouillante. Les 9 cercles. Ah, mais que nous n'avons retenu que le plus spectaculaire, le premier, la plaine de feu et de cendres, la plate dominance de la roche noircie par les effluves de la montagne cracheuse de feu, les lumières orangées carmines des serpents de lave qui sillonnent ses flancs et déchirent ses entrailles, et les créatures cauchemardesques qui en ont fait leur repère. C'est là que commence le premier épisode de notre histoire. À cet endroit précis, là où apparut le gardien du monde des démons, Razlak, le dieu roi, celui qu'on a appelé le diable, le malin, ou le père du mensonge, ce nom qui remplit nos cœurs d'effroi et de tremblement. Lorsque les démons s'éveillèrent en Akashur, ils prirent rapidement l'ascendant sur ce qu'on appelle les races d'infernales, les diablotins et autres monstruosités, avant de se répartir selon leur famille ou leur position géographique en plusieurs dizaines de clans. À cette époque, les démons possédaient un puissant sentiment d'attachement à ce groupe. Pour eux, les 100 clans étaient des parias, des opprimés, des anormaux qu'il convenait de rejeter. Ils se sont petit à petit isolés entre eux, au point que les clans devinrent des communautés vivantes, à part entière et hermétiquement fermées. Quasiment impénétrables par autrui. Aucun clan ne se mélangeait. Cette situation ne convenait pas à Razlak, qui devait rallier sous son joug l'entièreté des démons. Ne pouvant agir par la force, il avisa que la seule manière de parvenir à ses fins était d'agir insidieusement. Alors, le roi des démons dissémina des partisans au travers des clans. Dans le plus grand secret, cette vaste opération de manipulation, destinée à lui fournir un moyen d'accéder au clan en toute discrétion, se fit avec une lenteur méthodique et une précision chirurgicale. Rien ne devait être laissé au hasard. Chaque détail était minutieusement préparé. La plus grande difficulté était d'abord de faire en sorte que les partisans, envoyés dans la nature sous la couverture de Frahar Kalak, tout d'abord survivent et qu'ensuite ils se fassent accepter dans ces communautés hermétiques. Frahar Kalak est le terme en parler noir pour désigner les 100 clans, et littéralement il signifie les 100 orphelins.
C'est pourquoi ils furent choisis avec grand soin parmi les plus diplomates des diplomates des partisans de celui qui aspirait à devenir le maître de l'Akashur. Et la poudre se dispersa ainsi à travers le monde, prenant racine au sein des groupes de démons qui se pensaient si uniques et éloignés les uns des autres. Le premier lien qui allait les lier à jamais serait celui du sang versé. Et quand la poudre explosa, elle le fit avec fracas et grandeur. Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'erreur humaine fut le déclencheur de ce que les démons appelèrent par la suite Ir Yalak Sealakr, la guerre des clans, le conflit le plus meurtrier de toute leur histoire. Et cette erreur qui coûta la vie à bien d'entre eux, ce fut l'amour. Ce cher amour, cet amour si cher à nos bardes quand vient l'heure de chanter ses bienfaits, en oubliant totalement qu'il est le père des actes les plus infâmes. Mais reprenons plus en arrière dans le temps. Après plusieurs décennies d'infiltration, au moment où, proches du but, les espions étaient quasiment maîtres des clans, soit parce qu'ils s'étaient fait élire chef de clan, soit parce que leur voix avait une grande influence dans les clans, qu'ils étaient écoutés par le chef et les membres. L'espion Kalkr s'éprit d'une démone d'un clan rival. Persuadé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, il l'enleva au sien pour la ramener dans son clan. Cet événement ne passa pas inaperçu aux yeux de Razlak et des chefs des clans concernés. Contrarié, le futur roi démon attendait patiemment, réfléchissant à la meilleure option. Quant au chef du clan de Kalkr, bien qu'étonné et réticent, il faisait confiance à son meilleur conseiller et accepta la démone dans son clan. Celui dans l'ancien clan, un chef belliqueux, avide de pouvoir, saisit cette opportunité et, sous un prétendu désir de récupérer un des siens, déclara la guerre au clan qui avait enlevé Numara, la démone. Au début, il ne s'agissait que d'un règlement de compte entre ces deux clans rivaux. Puis les rouages et jeux d'alliance se sont mis en marche pour que petit à petit d'autres clans se joignent au combat. Mais malgré cela, la guerre était toujours de moindre mesure et pas si importante que ça étant donné le peu d'alliances dont disposaient les clans. Ce qui fit de ce banal conflit Ir Yalak Sealakr, c'est que Kalkr, idiot et perdument amoureux de sa chair et tendre, lui révéla qu'il était un espion à la solde de Razlak. Numara fut horrifiée et se sentit manipulée. Aussitôt qu'elle apprit la vérité, elle s'en retourna vers les siens pour leur annoncer la nouvelle qui se répandit comme une traînée de poudre dans le monde démoniaque. Les clans, en apprenant la nouvelle, se dressèrent un par un contre celui qui, selon eux, essayait de leur voler ce qu'ils chérissaient le plus, leur indépendance. Néanmoins, ils n'étaient pas au courant des autres espions dispersés au sein de leur communauté, encore moins de l'importance que ces espions avaient pris dans les clans. Ils savaient bien sûr que le clan de Kalkr était infiltré, mais en ce qui concernait les autres, ils n'avaient que des suppositions. Alors, lorsqu'ils déclarèrent la guerre au futur roi démon, ils le firent séparément. En ce qui concerne les fameux espions, ils devaient réagir en conséquence de l'enchaînement imprévu des événements. Se réunissant dans le plus grand secret, ils décidèrent que ceux dont la mission initiale était déjà quasiment achevée les feraient se rallier à Razlak après un peu de manipulation. Ainsi, quelques mois après le début de la guerre qui opposait Razlak à différents ennemis désunis, plusieurs clans se rallièrent à lui. On ne pouvait pas encore parler de royaume infernal, car même s'ils étaient alliés à lui, ils se considéraient encore comme ses égaux. On parlait alors de Ir-Dask Sleskai, l'union des Levsklai, qui est le terme démoniaque qui désigne les chefs de clans. Par cette dénomination, les clans alliés posèrent un acte politique et une précision à Razlak. Il était considéré comme leur égal, chef de clan comme eux. Il ne les dominait aucunement. Unis ainsi, le clan que nous appellerons pour notre récit Camp Satanique écrasa facilement les différents ennemis qui se dressaient toujours un par un, sans arriver à s'allier face à la menace pour leur liberté qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Razlak devenait plus fort de jour en jour. Il était en train d'asseoir sa domination sur les clans ennemis, mais il avait également ses propres qualités de meneur qui peu à peu érodaient les idéaux des chefs de clans alliés qui lui laissaient de plus en plus de pouvoir. Le futur roi devenait cruel envers ses adversaires, injuste, retors et perfide. Il avait un bras droit, un démon nommé Bahamut, et dans un retournement complet de situation, Bahamut, son conseiller en chef, se détourna de son meilleur ami, de son frère de sang, et rejoignit les Levsklai ennemis. Lorsqu'il les rencontra tous, réunis à sa demande pour la première fois au même endroit de toute l'existence des démons, il fit preuve de ses talents d'orateur. Par un discours préparé avec soin, il captiva l'attention des Levsklai pendant de nombreuses heures. Il était tellement convaincant, charmeur, doué, lucide, intelligent. Il développait tant ses arguments avec une maîtrise parfaite de la rhétorique qu'aucun des chefs de clan ne put et ne voulut l'interrompre pendant la dizaine d'heures que dura son discours. En sortant de l'assemblée, chacun prêta serment de sang à Bahamut, un serment inviolable, scellé par la magie, l'âme et l'honneur. Nous prêtons à Bahamut, archonte démoniaque, nos pouvoirs et nos forces. Nous conférons au plus puissant démon le pouvoir de diriger en maître souverain, pour qu'à jamais l'impudent Razlak des terres démoniaques se voie chasser. Telles furent les paroles prononcées par les chefs de clan.
Pour distinguer les deux clans qui s'opposèrent donc jusqu'à la fin de la guerre, nous les nommerons tels qu'ils furent nommés à l'époque. Ir-Daask, l'Union, pour les alliés de Razlak, et Ar-Hakak, le traité, pour ceux de Bahamut. L'Union et le traité s'affrontèrent dans une guerre sans merci durant 2 siècles entiers. En réalité, on devine bien les contours des silhouettes imposantes de Razlak et de Bahamut, au-dessus des armées se livrant bataille. Ces deux adversaires s'affrontaient dans un jeu de pouvoir sans merci, d'influence et de manipulation, usant de tous les stratagèmes qu'il était possible d'imaginer dans le but de prendre le contrôle de la cachure. Enfin, la guerre prit fin grâce à l'appui en la faveur de Razlak du clan Hurlenfer, un clan qui était resté neutre pendant toute la guerre et qui se décida finalement à rallier l'Union, apportant une aide militaire considérable qui permit à Razlak de renverser les forces de Bahamut. Déchu, Bahamut s'exila et les clans qui étaient sous sa coupe prêtèrent allégeance à l'Union. Union qui d'ailleurs n'était plus, après 2 siècles, telle qu'à l'origine. Après 200 ans durant lesquels le futur roi démon sut s'imposer comme chef de guerre, et fit preuve des qualités nécessaires à tout bon roi, l'Union n'était plus que gouvernée par Razlak. Cependant, il n'eut pas besoin pour ça d'user d'artifices mensongers, de manipulation et de complots. Il lui suffit simplement d'être lui-même, chef né, apte à diriger une nation et des peuples, et ainsi, les Lesklaï, de leur propre chef, lui prêtèrent allégeance à la fin de la guerre des clans. Fut donc intronisé Razlak, dieu roi démon, maître de la cachure, seigneur des landes arides. Ainsi, le Garde-monde de la cachure remplit sa première mission. Après tout, comme le dit à cette époque Bahamut, marquant au fer rouge du sang la citation la plus ancienne et la plus célèbre de la cachure, la loi du plus fort est souveraine, qui par la force écrase autrui est digne de diriger.